Donc je vais redémarrer tout de suite. Euh, donc je suis intervenu aussi pour l'étude de la charpente de la chapelle Saint-Pia avant les travaux de restauration. Euh, la chapelle Saint-Pia à l'extrémité orientale de la cathédrale que vous avez ici en orange et une prise de vue donc avec la chapelle Saint-Pia à un bout de sa toiture et la même prise de vue à l'intérieur de la chapelle, du comble de la chapelle sur cette charpente. Donc les partenaires pour l'étude dendrochronologique, Christophe Perrault et Olivier Vessière pour l'acquisition scan 3D de cette chapelle. Donc l'objectif de cette communication, c'est évoquer les charpentes, de la charpente de cette chapelle. On a vu avec les tirants en bois, on pouvait obtenir des datations extrêmement précises grâce au bois et que ces éléments-là pouvaient amener de la connaissance sur un édifice et pouvaient un peu bousculer ce qu'on connaissait déjà. Et c'est évoquer aussi la charpente, mais aussi évoquer la charpente en lien avec les maçonneries, du moins les maçonneries qui sont toutes proches de cette charpente. Donc la chapelle Saint-Pia, on a quelques éléments chronologiques assez précis d'études des sources écrites par Merlet et Jusselin au début du XXe siècle. Donc ce dont on est sûr, c'est que c'est un édifice du XIVe siècle, ça fait pas de doute par rapport aux connaissances historiques qu'on en a et puis à la typologie de cette architecture. Un édifice qui serait construit sur des fondations de la salle capitulaire préexistante. Les travaux pour les deux auteurs et l'étude des sources placent ce début du travaux à la date de 1325 par témoignage d'achat de matériaux de construction. Un projet architectural qui évolue visiblement parce que c'était une reconstruction de la salle capitulaire, mais ils ajoutent cette chapelle en partie, en tout cas ils veulent dédier un espace à une chapelle pour y loger les reliques du saint. Donc ceci retarde le chantier. Visiblement, les deux auteurs évoquent aussi la guerre de Cent Ans. Ils placent le gros œuvre achevé en 1348. 1349, la construction, selon eux, d'une quatrième travée occidentale, notamment pour relier par un escalier la chapelle, celle capitulaire, à la cathédrale, au chevet de la cathédrale, grâce à un don de 12 000 florins or. Il situe, à l'issue de la construction de cette travée supplémentaire, le voûtement de la chapelle, ce qui paraît cohérent. On attend que tous les murs soient construits avant de voûter. Puis, 1370, l'ajout des deux tours d'angle qui flanquent le chevet. Donc on voit un chantier qui court sur un demi-siècle. Alors, en coupe, en plan, voici un peu comment se présente cet édifice. Les 4 travées qui se répètent à chaque étage. Ici, c'est une travée extérieure qui est en fait un porche qui est couverte avec l'escalier qui donne accès à la chapelle, mais qui ici sert en fait de couverture à ce hall. Donc là, on est à l'extérieur. Mais on retrouve à l'étage cette travée, les 4 travées, et cette travée 1 qui est, remarquons-le, qui est légèrement plus large que les autres. Et ces travées, on les retrouve aussi au niveau de la charpente, 4 travées, etc. Travées légèrement plus larges, dont on peut supposer que c'est ce qui a fait dire en partie
aux auteurs qu'elle est venue après. Donc, un plan rectangulaire, 25 mètres de haut, 15 mètres de long, 7 mètres de large dans œuvre, un chevet plat, 2 tours, flanqués de 2 tours. Donc là, on se situe au niveau des toits, sur la galerie de circulation, au niveau du chevet, et donc une galerie qui permet de circuler au pied des charpentes en fait, des chapelles, les chapelles du chevet de la cathédrale, et puis par un petit passage ici d'accéder à celle au comble de la chapelle Saint-Pierre. Donc une charpente coincée entre 2 murs pignons maçonnés, débordants, donc c'est-à-dire que les pignons sont plus hauts que la toiture. Une toiture de tuiles avant restauration en terre cuite, 2 pentes à 60 degrés. Voilà, donc une charpente ici dont vous avez une vue depuis la porte qui se situe ici. Une charpente à chevron formant ferme. Une charpente à chevron formant ferme. Oui, je vérifie qu'on voit bien mon dessin. Une charpente à chevron formant ferme, c'est-à-dire que il y a une succession de fermes espacées de 40 cm en moyenne chacune, donc assez proches, sur lequel est posée la couverture directement. Il n'y a pas de système de panne. Un système de panne, ça aurait voulu dire qu'on n'aurait pas eu toutes ces fermes-là, et qu'on n'aurait eu que ces fermes principales avec des pannes, des poutres qui auraient couru comme ça, de l'une à l'autre. Donc un autre système. Ce n'est pas le cas ici, donc on est dans une charpente à chevron formant ferme. Donc qui se compose d'un ensemble de pièces, hein, rien d'exceptionnel dans cette charpente, si ce n'est que c'est une charpente. Et donc vous avez différentes pièces. Donc ça, les fermes principales, c'est celles qui définissent les travées, avec des entrées. On remarquera que dans le plan, la première ferme ici est décalée pour laisser la porte s'ouvrir, ce qui est quand même un détail. Enfin, un détail. Voilà, la porte ne bute pas dans la charpente. Je n'ai pas de pointeur. Depuis le début, je montre rien. Ok. Est-ce que vous voulez que je revienne sur... C'est bon. Donc ici, vous voyez, la première ferme est décalée pour l'accès de la porte. Donc les fermes principales, ce sont celles-ci, qui ont des entrées. Et les fermes secondaires se composent exactement du même type de pièces, sauf qu'au lieu d'avoir des entrées qui courent sur toute la largeur de la chapelle, il y a des blochers, ils sont juste coupés au pied des murs. Le dispositif du poinçon qui est raccroché à l'entrée, un système d'étrier. Dans sa conception, la charpente, donc là vous êtes, là quand j'ai fait la photo, j'étais sur la voûte. Vous avez un entrée d'une ferme principale, donc ici, et les fermes secondaires ici. Ici les sablières sur lesquelles reposent les blochers. Et on a cette pièce qui est une particularité de cette charpente de comble, qui est une entretoise, qui généralement est plus souvent utilisée. Alors les entretoises, c'est très utilisé dans les charpentes, mais elle reçoit ici le pied des jambettes, ici, et elle présente un chanfrein qui assure un amortissement avec le mur, une sorte d'amortissement. Alors forcément, la charpente a bougé, etc., mais avant, il faut imaginer qu'il y avait une continuité dans la lecture architecturale de cet élément. Le contreventement de cette charpente, donc le contreventement, c'est-à-dire que les fermes étaient orientées nord-sud, et ici on est dans un axe est-ouest, donc là le pignon le plus près de
de la cathédrale, par là où on rentre, la ferme décalée, et là le pignon opposé, les étriers, et ce dispositif de contreventement. Donc le contreventement, c'est pour éviter le versement de la charpente qui peut, face au vent, etc., se coucher. Donc il est assuré par 3 éléments. Les pignons qui contraignent la charpente dans cet espace-là, qui est l'élément majoritaire dans ce cas de figure. Et puis ces croix de Saint-André, coincées assemblées à tenon mortaise sur un lierne et entre une soufetière. Ces photos ont été prises depuis cet espace-là, où on voit qu'il manque toute une travée, la travée 2, il manque tout le dispositif de croix Saint-André de contreventement. Alors on en devine ici les assemblages, des tenons mortaises, en tout cas on voit les mortaises et l'absence des pièces de bois. On remarque aussi une grosse reprise de cette charpente qui a été sur toute cette travée, toute la partie sommitale des chevrons ont été refaits. Ces pièces-là aussi sont extrêmement récentes. Ces éléments-là peuvent être comparés, complétés par des sources iconographiques, notamment cette représentation de 1780, dont vous avez là l'entièreté de la représentation et un détail, où on voit que la chapelle Saint-Pia, donc la partie orientale de la cathédrale, avait un campanile qui se développait au-dessus de sa toiture et sans doute, vraisemblablement, à cet emplacement-là. Au cours de cette étude, le dégagement du comble m'a permis de retrouver quelques éléments de couverture qui sont des ardoises, donc qui s'opposent aux matériaux de terre cuite que nous avons vus précédemment sur les photos, qui étaient cloués. Donc, avant la restauration en terre cuite, on peut supposer qu'il y a eu une étape de couverture en ardoise plutôt qu'en terre cuite, mais sans savoir si c'est le matériau d'origine. Lors de cette étude, on a aussi observé, enregistré un marquage, donc le marquage de la charpente. Une charpente, c'est un peu comme un puzzle, donc il y avait des repères qui étaient inscrits par les charpentiers pour pouvoir retrouver qui va avec qui. Et chaque pièce d'une même ferme ne peut pas être interchangeable en fait. Elles sont forcément, cette pièce-là ne peut pas aller de ce côté et ne peut pas aller sur notre ferme, parce que les bois, ils sont, en tout cas au XIVe siècle, toute la période médiévale, ils sont taillés vraiment pour aller en assemblage en fonction de la forme des bois. Donc, au niveau de ces points rouges, vous avez l'emplacement des marques, les marques de charpente fait au tracerai, donc ça permet de griffer le bois. C'est une numérotation ici, donc 26 fermes, donc il y en a une qui n'est pas marquée, c'est celle qui est la plus à l'ouest, contre le mur pignon par lequel on rentre, et un marquage qui va de 1 à 25, et le contreventement qui va de 1 à 8. Le système de marquage des charpentiers, ça s'apparente aux chiffres romains, sauf qu'il n'y a jamais de soustraction. C'est-à-dire qu'un 4 s'écrit par 4 bâtonnets et pas 1 moins 5, pour pas le confondre avec le 6 en fait. Et pareil pour le 9, le 9 et le 11. Parce que quand on est à la pièce de bois, elle est mobile et on peut la regarder dans les deux sens et du coup confondre la numérotation. Donc là, vous avez encore ce principe de marquage qu'on retrouve dans les traités au XVIIe siècle, réédités au XVIIIe,
Et on voit le 4 qui s'écrit 4 bâtonnets, le 5, ainsi de suite, et je ne vois pas le 9, mais 5 et 4 bâtonnets. Donc ces marques que j'ai repassées ici en noir, voilà, on peut les voir sur cette série d'esseliers. Donc ces marques avaient vraiment une fonction de... Parce que la charpente, elle est produite au pied de l'édifice et puis montée bois après bois en haut de l'édifice et réassemblée à cet endroit-là, donc pour éviter toutes les confusions. D'ailleurs, des fois, on trouve des erreurs de montage, mais ce n'était pas le cas ici. Lors de cette étude, je me suis aussi intéressé au travail du bois. Donc on retrouve différentes traces, encoches. En fait, c'est des fonds d'encoches, d'équarrissage qui a été entièrement fait à la hache. On voit ici cette représentation. Cet élément-là, en fait, c'est le fond d'une encoche. En fait, il y a sur la pièce de bois, donc le principe de l'équarrissage, c'est passer d'une pièce circulaire cylindrique à une pièce carrée, donc un petit coup de cordeau qui est mis sur toute la longueur. On fait des encoches qui donnent en fait la profondeur qu'on veut obtenir pour faire une face plane. Et une fois qu'on a fait ces encoches, il est beaucoup plus facile de dégager des portions de bois tous les 40-50 cm que d'attaquer la pièce de bois sans ces encoches. Et du coup, on retrouve sur les pièces ce type d'assemblage qui documente le processus de travail du bois. On voit, et par exemple c'est un changement qu'on aperçoit dans la réalisation des charpentes à partir de l'époque moderne. À l'époque moderne, on va avoir des charpentes beaucoup plus équarries avec des arêtes vives. Ici, on voit à quel point les assemblages, par exemple cette jambette sur le faux entrée, on voit que l'assemblage, ou ici les celliers sur le faux entrée, vient en fait, les charpentiers, quand ils font cette pièce-là, ils tiennent compte de celle-ci pour adapter la forme et qu'il y a un maintien maximal de la pièce. Donc ils tiennent compte de la partie encore courbe de l'arbre, parce qu'ils ont équarri au plus juste, mais par économie, hein, ils ont des chaînes avec des proportions. On se retrouve souvent avec des arêtes un peu circulaires. Donc ils adaptent leurs assemblages au profit de l'autre pièce. Un travail assez complexe de tracé, de préparatoire avant de tailler les pièces de bois pour faire les assemblages à tenons mortaise. Au cours de ce chantier aussi, et là c'est un élément, donc là je vous ai présenté rapidement la charpente, mais ce qui était aussi intéressant, c'est de mettre cette charpente dans son contexte architectural, du moins de la partie supérieure de l'édifice. Ce qu'on constate, donc là vous êtes avec la première ferme contre le mur pignon est, vers l'extérieur de la cathédrale, au plus loin de la cathédrale. Et cette ferme, c'est la dernière posée, en fait, lors de la construction de la charpente. C'est-à-dire qu'ils sont partis de l'ouest vers l'est, à reculons, depuis la porte d'entrée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on retrouve les trous de boulin, donc ces trous qui permettent l'échafaudage, qui évitent cette ferme, en fait. Ce qu'on voit ici, c'est que là, c'est le mur pignon à l'intérieur, où on a tout le dispositif de trous de boulin, donc d'échafaudage, et on se rend compte, en superposant la ferme, la dernière ferme, que ces trous d'échafaudage évitent la ferme. Ce qui veut dire que la ferme précède le mur, que le mur a été construit après la charpente. On voit ici même que la partie basse du poinçon et de son étrier qui le maintient à l'entrée a son négatif dans la maçonnerie. Donc, bon, moi, c'est des choses qui m'excitent.
que je trouve assez stimulante. C'est-à-dire que dans la compréhension du chantier ou comment, dans toute comment ils construisent en fait, de façon pragmatique, encore une fois, c'est que il y a une chapelle, enfin son dernier niveau, avec encore la charpente en cours de construction, et il y a un mur pignon qui pourrait être comme la dernière ferme en fait. L'élément qui vient clore le chantier, c'est la maçonnerie avant la pose de la couverture. Voilà, un élément que je voulais partager avec vous. Et l'autre élément aussi en lien avec la maçonnerie, c'est un petit détail que j'ai déjà abordé, c'est cet élément d'entretoise avec son chanfrein, cet amortissement qui est légèrement décoratif, mais qui appartient généralement à des charpentes apparentes, sous lequel, comme les charpentes lambrissées, sous lequel c'est la charpente qui fait la voûte. Et à la lecture, donc là on est dans la chapelle, sous la voûte, donc la charpente c'est juste au-dessus. C'est juste une hypothèse, et puis ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur la voûte qui vient après. Après la charpente, là, effectivement, on se demande s'il n'y a pas eu un temps avant la pose de la voûte, peut-être un peu plus long, avec cet effort de chanfreiner la pièce de bois. On voit très bien que dans les colonnes qui reçoivent cette voûte, dans les angles, autant les colonnes sont parfaitement alignées, des assises parfaitement continues avec les maçonneries. En revanche, quand on est dans la partie montante des voûtes, on voit qu'il y a des raccords, les changements de matériaux, mais il y a aussi des raccords avec des petits décalages dans les assises qui laissent à penser que le voûtement n'a pas été immédiat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les propositions de datation de la part des historiens, archéologues début 20e, Merlet notamment, il place la date du voûtement assez tardivement par rapport aux grosses œuvres. Cette charpente de Saint-Pia est quelque chose, et donc une datation 13e assurée. Donc ça, il existe aujourd'hui en France tout un travail qui a été engagé sur les charpentes d'un point de vue typologique, qui classe, c'est un travail de Patrick Hofsumer, qui classe ces charpentes-là. Donc on voit que cette typologie de charpente de Saint-Pia est assez courante et qui couvre quand même une période assez longue avant le XIVe siècle. Et après, je ne vois plus, je ne sais plus si c'est le XVIe, mais voilà, en tout cas, sur plusieurs siècles, on retrouve ce type de charpente. Nous avons engagé aussi au cours de cette étude, et c'est aussi un peu la chute de cette présentation, c'est une analyse dendrochronologique des bois, donc une datation aussi là, absolue des bois à la saison près. Cette datation, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que un abattage des bois donc en 2 temps, automne-hiver 1331-1332, et une deuxième campagne à l'automne 1332-1333, ce qui suggère une mise en œuvre des bois, parce que les bois sont mis en œuvre vers en charpente, ou plutôt en 1333. On est assuré que ces bois ont été mis en œuvre après l'abattage, c'est-à-dire au moment où... parce que quand on coupe un arbre, en fait, comme on lui ôte la vie, on a le dernier cerne qu'il a mis, et donc il a il a construit son cerne en 1333. Le bois a été mis en œuvre très rapidement, et on le voit par l'étude de la charpente, que quand les charpentiers travaillent leurs pièces de bois, ils inscrivent sur la charpente leur marquage sur un bois qui est vert. C'est-à-dire qu'il vient d'être abattu, il a été fraîchement coupé, et qu'une fois la charpente en place, elle travaille et le bois sèche et des fentes apparaissent. Et le fait que ces marques soient recoupées nous assure que quand ça a été mis en œuvre, c'était vert et que le bois a séché en place. Donc, tout ça pour vous dire que 1333, on est quasiment sûr, je suis sûr, que la charpente était en place. Ce qui permet de bousculer un petit peu la chronologie, c'est pas
c'est pas pour dire c'est pour dire qu'on complète le travail de nos prédécesseurs. Et du coup, 1325, début des travaux, ok. 1348, grosse œuvre achevée, mais ça veut dire qu'effectivement, 1348, grosse œuvre achevée, mais la charpente également. L'ajout d'une quatrième travée en 1349, c'est pas possible, parce que l'ajout d'une quatrième travée avec l'escalier, ben effectivement, cette travée est plus grande, mais l'analyse dendrochronologique, les datations de 1333, elles ont été obtenues sur des bois situés sur toute la longueur. Donc, d'un point de vue lecture archéologique, la charpente n'a pas eu de modification pour ajouter une travée, mais la datation dendrochronologique ne donne aussi des bois abattus dans la même campagne. Donc pas de modification, donc pas ajout d'une quatrième travée en 1349. Elle a été sans doute ajoutée plus tôt, avant la pose de la charpente, ou alors quand on parle d'une quatrième travée, c'est une cinquième travée, c'est une travée d'escalier, je ne sais pas, mais en tout cas là ça mériterait de retourner travailler les sources écrites, ou leur interprétation du moins, et en revanche, le voûtement que Merlet plaçait assez tardivement, ben, effectivement, le voûtement, les quelques indices laissent à penser que le voûtement, effectivement, vient plus tardivement. En 1370, les voûtes, les deux tours. Voilà, donc, par cette communication, je voulais sensibiliser à l'intérêt de l'étude des charpentes sur un édifice, ou même ne serait-ce que des bois, qui peut encore contenir. Et ça me permet de terminer avec un petit clin d'œil, parce que ce que peu de personnes savent, c'est qu'il y a encore, malgré l'incendie de 1836 de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, c'est qu'il y a des charpentes du XIIIe siècle qui semblent conservées au-dessus des chapelles rayonnantes, et que ces éléments-là laissent entrevoir encore des datations absolues, notamment sur la partie occidentale orientale de la cathédrale, et amener des éléments assez remarquables pour la compréhension de l'édifice tout entier. Voilà, je vous remercie.